bienvenue dans cette nouvelle vidéo où pour une fois je vais pas tourner dans mon studio mais directement sur le terrain parce que je vais vous parler d'une technique médicale assez avancée qui s'appelle l'ECMO. Vous m'en parlez souvent sur les réseaux, vous êtes très curieux, on commence un petit peu à en parler dans les médias, et bah c'est le jour idéal pour découvrir ce que c'est et on va aller voir directement ça auprès d'un mannequin et d'une ECMO de simulation. C'est parti. Pour parler de ce sujet qui est très spécifique sur l'ECMO, je me suis entouré d'experts dans le domaine, de Aymeric et Hugo qui ont fondé Pratico Santé sur la région parisienne. Aymeric et Hugo, je vous laisse vous présenter vous-même. Oui, merci Jérémy pour ton invitation et surtout pour cette vidéo. Donc, je suis Aymeric Bénard, infirmier et cofondateur Pratico Santé. Donc, c'est un organisme de formation médicale qui est basé sur Paris et on propose des formations à travers toute la France pour les infirmiers, les médecins, les aides-soignants et les sages-femmes. Et on utilise la méthodologie de la simulation, donc comme pour l'ECMO par exemple, que vous allez voir aujourd'hui. Le but est de rendre technico-opérationnels les soignants dans leur quotidien. Bonjour et merci Jérémy, donc moi c'est Hugo Guillou, je suis infirmier en réanimation depuis maintenant 13 ans dans un gros ECMO Center sur Paris et donc j'interviens également avec Aymeric comme cofondateur de Pratico Santé et surtout responsable pédagogique, donc création des programmes, création de différents ateliers, création de circuits avec les différents mannequins qu'on a pour nos différentes formations. On s'est présenté nous trois mais il me semble qu'il y a une quatrième personne qui est présente dans cette pièce. La plus importante. La plus importante parce que c'est elle qui va nous intéresser même si elle n'est pas dans un état forcément très... Elle est pas au top. Elle est pas au top. C'est le mot. Est-ce qu'on peut la présenter, son identité? Pas de souci. Qui est-elle? Alors là, pour l'occasion, c'est Freddy. Donc c'est notre mannequin pour nos simulations ECMO, qui est hospitalisé pour un SDRA en réanimation sur pneumopathie à pneumocoque. Et donc c'est un homme qui est marié, qui a 2 enfants, qui a un petit peu de surpoids, qui a comme antécédent pas grand chose, qui a un petit peu de cholestérol, qui fume, qui boit. Et voilà, et donc qui va être mis sous assistance véno-veineuse pour son SDRA. Donc aujourd'hui on va parler de l'ECMO en général. Et donc l'ECMO ça signifie quoi? Ça signifie Extracorporal Membrane Oxygenation. Une circulation extracorporelle qui peut littéralement remplacer les poumons ou le cœur et les poumons selon le type d'ECMO utilisé. Vous entendrez peut-être parler aussi de CLS ou d'ECMO. Pour simplifier, ici on parlera uniquement d'ECMO. On mettra en lien des textes de Société Savante pour que vous puissiez aller voir plus loin si ça vous intéresse. Donc dans le langage courant, une ECMO peut être littéralement considérée comme un poumon artificiel ou un cœur et des poumons artificiels selon encore une fois le type utilisé. Et c'est un dispositif qui a été extrêmement utilisé pendant la pandémie de Covid actuelle. Ça a même littéralement explosé en France le nombre d'ECMO qui a été posé en 1 an. Avant de s'intéresser au fonctionnement de cette machine dans sa globalité avec Aymeric et Hugo, on va faire juste un petit retour dans le passé pour savoir depuis combien de temps cette technologie existe. C'est Dr Gibbon qui débute les premiers travaux sur l'ECMO dans les années 1930 et les premières circulations extracorporelles sont mises en route dans les années 1950. On voit que c'est quand même quelque chose qui commence à remonter un petit peu. La technique elle remonte à il y a des années mais c'est vraiment à partir des années 2000 que cette technique a vraiment explosé. Bon et du coup la question qui nous intéresse le plus, l'ECMO, qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça fonctionne? Pourquoi est-ce qu'on parle de poumons artificiels ou de cœur et de poumons artificiels? On va prendre tout de suite l'exemple de Freddy qui a justement une ECMO qui serait considérée plutôt comme un poumon artificiel dans son cas parce qu'il s'agit d'une ECMO véno-veineuse. Du coup Hugo, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est une ECMO véno-veineuse, pourquoi on appelle ça un poumon artificiel et aussi pourquoi ça ne remplace que les poumons dans ce cas précis? Alors c'est très simple, vous allez avoir une canule qui va être insérée via la veine fémorale jusqu'à la bouchure de l'oreillette droite. Ensuite donc ce sang désoxygéné, il va être aspiré via une pompe centrifuge qui va ensuite faire passer ce sang à travers la membrane. Et donc dans la membrane, qu'est-ce qui se passe? Cette membrane elle est reliée à un mélangeur air-oxygène avec un balayage, on reviendra dessus après. Et donc qu'est-ce qui va se passer? En fait par diffusion tout simplement, on va avoir un gaz qui est très enrichi en oxygène, donc la diffusion va se faire de gaz vers le sang du malade et inversement le CO2 du patient qui est en excès, il va se faire en fait du sang du malade et va être éliminé à travers la membrane. Et ensuite ce sang du coup qui est complètement oxygéné, décarboxylé, il revient au patient via la veine jugulaire interne au niveau de l'oreillette droite. Et en fait pourquoi on dit poumon artificiel? Parce que ça remplace complètement la ventilation, on vient oxygéner, décarboxyler et on ramène à l'oreillette droite en fait un sang qui est déjà propre entre guillemets. En fait on ramène au poumon quelque chose qui est déjà épuré, un sang qui est déjà épuré. Donc le poumon qui lui est très déficient, n'a rien à faire. Et ensuite en sortie au niveau du ventricule gauche, on va pouvoir oxygéner tous les organes.
Ah, pourquoi on appelle ça un poumon artificiel? Ok. Et donc du coup, effectivement, ce que tu as décrit à propos de la membrane, et c'est d'ailleurs pour ça effectivement qu'on appelle ça poumon artificiel, c'est exactement ce qui va passer au niveau de nos alvéoles au sein des poumons. Donc on va avoir un sang, on va inspirer un sang qui va être riche à 21% d'oxygène, c'est l'air qu'on respire. Et au niveau des alvéoles, il va être mis en contact avec les capillaires pulmonaires. Et en fait, la loi des diffusions des gaz se fait toujours du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Et c'est comme ça qu'en fait, donc il y a la veine du capillaire et à la sortie du capillaire, les échanges gazeux auront eu lieu et du coup le sang sera plus oxygéné et en fait le dioxyde de carbone qui était présent dans le sang veineux sera expulsé au niveau de l'alvéole. Donc en fait ça reprend exactement ce mécanisme. Un mélangeur dans la vraie vie ça ressemble à ceci et donc sur ce mélangeur on a deux paramètres, donc la FMO2. Hein, donc ça, effectivement, pour ceux qui sont dans le médical, vous connaissez, c'est l'enrichissement en oxygène. Comme sur un respirateur, on va avoir ce qu'on appelle la FiO2. Donc en fait, c'est ce qui permet d'enrichir tout simplement le sang en oxygène, donc jouer le rôle du poumon. Et du coup, à côté, nous avons le balayage. Le balayage, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu de quoi il s'agit? Oui, tout à fait. Donc le balayage, c'est le débit de gaz frais qui se trouve dans la membrane. C'est simple, sur votre respirateur, vous avez une fréquence respiratoire, et plus vous allez augmenter votre fréquence respiratoire, plus vous allez épurer le CO2. Et ben en fait, le balayage, c'est à peu près le même principe. C'est-à-dire que plus vous allez augmenter votre vitesse de balayage, ça peut aller de 0 à 10 litres, voire 16 litres dans certains mélangeurs, et bien vous allez épurer de plus en plus le CO2. Donc voilà, on a expliqué ce qu'est une ECMO véno-veineuse avec le balayage, l'enrichissement en oxygène. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu à notre malade et à pourquoi il a eu besoin d'avoir une ECMO véno-veineuse. Donc on a dit, je crois, ou je ne sais plus, en introduction que Freddy avait une pneumopathie à pneumocoque. Pourquoi dans ton cas précis, il va falloir lui remplacer ses poumons par une ECMO, donc un poumon artificiel de façon temporaire, et on va insister sur le côté temporaire de la chose. On ne peut pas vivre avec ça éternellement, c'est quelque chose de transitoire, on va l'expliquer tout de suite. Alors ce qu'il faut bien comprendre, si on prend l'exemple de Freddy, c'est qu'il est passé par plusieurs étapes. Il s'est peut-être présenté aux urgences, ou l'a appelé le SAMU parce qu'il avait du mal à respirer. D'abord, il a eu de l'oxygène de façon classique, aux lunettes, au masque haute concentration, peut-être avec de l'optiflow, de la VNI, et très rapidement, il a dû être intubé. Une fois qu'il a été intubé, il a été mis en ventilation protectrice pour essayer de ne pas trop agresser ses poumons. Il a sans doute fait des séances de décubitus ventral, et au bout d'un moment, il a échappé au traitement conventionnel. Et là, il a eu besoin du coup d'une assistance par ECMO. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'assistance d'ECMO, elle ne ressuscite pas les poumons. Si vous attendez des semaines que Freddy s'en sorte et que, hélas, ses poumons n'ont pas récupéré, mettre une ECMO dans un délai trop tard ne va pas permettre de lui régénérer ses poumons. L'ECMO ne régénère pas les poumons, l'ECMO permet à ses poumons de récupérer. Donc il y a vraiment une espèce de cut-off qui est à 5-7 jours où il faut, pour l'équipe médicale, doit se poser la question de est-ce que ce patient va nécessiter une ECMO ou est-ce qu'il va passer le cap sain. Ça, c'est vraiment le plus difficile, trouver un petit peu ce moment charnière à pas rater. Et donc, après avoir du coup échoué à toutes ces thérapeutiques classiques, il a besoin de son ECMO pour mettre ses poumons au repos. Et là, on part, comme tu l'as dit, sur une assistance temporaire, mais qui peut aller jusqu'à 3 semaines, 1 mois et demi, sur les cas les plus graves. Donc quelque chose qui est temporaire, mais qui peut quand même durer assez longtemps. C'est important, je pense, de parler de ce que tu dis, hein, Hugo, que l'ECMO n'est pas un traitement curatif. Ce n'est pas ça qui va sauver les poumons, ça ne va pas non plus le remplacer. Vous allez voir personne vous balader dans la rue avec son ECMO sous le bras. Ce n'est pas comme une greffe de poumon, voilà, ce n'est pas l'avenir en termes de greffe de poumon. C'est vraiment quelque chose de transitoire. Et donc, comme tu dis, quand on a un patient qui... On va tenter plein de choses, plein de techniques de plus en plus poussées. On va dire que l'ECMO, c'est la dernière ligne, le dernier recours qu'on va mettre en place. Et donc, il faut savoir qu'avant ça, du coup, le patient aura été intubé avec un respirateur, avec une ventilation qui peut être agressive pour le poumon, donc amplifier les dégâts causés par le pneumocoque dans son cas. On aura fait des séances de décubitus ventral, j'avais fait une vidéo là-dessus pour expliquer l'intérêt dans les détresses respiratoires aiguës de mettre les patients sur le ventre. Et voilà, en dernier recours, on met une ECMO pour permettre aux poumons de se reposer, parce qu'on va beaucoup moins les agresser avec la ventilation, vu que c'est vraiment l'ECMO qui va être chargé de décarboxyler et d'oxygéner le sang. Et donc du coup, voilà, on pourra laisser les poumons se régénérer tranquillement sans les solliciter en continu. Et donc du coup là, dans le cas de Freddy, on a parlé de pneumopathie à pneumocoque, mais on aurait tout à fait pu parler du SARS-CoV-2, parce que c'est exactement le même principe, et c'est d'ailleurs ça qui a fait exploser le nombre d'ECMO en France depuis 1 an. On a parlé de l'ECMO véno-veineuse, donc qui fait office de poumon artificiel.
Entre-temps, on a fait des petits changements pour installer l'ECMO véno-artériel qui cette fois va remplacer les poumons, mais aussi et surtout le cœur. Avant d'aller plus loin, qu'est-ce que justement on a modifié? Quelle est la différence avec l'ECMO véno-veineuse en termes de technique, tout simplement? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est exactement la même machine. Ce sont le même circuit, c'est les mêmes canules, mais l'implantation va être différente. Donc dans le cas de la véno-veineuse, on est dans le territoire veineux, on aspire veine cave inférieure, on injecte veine cave supérieure. Dans le cadre de l'ECMO véno-artériel, on va aspirer toujours pareil au niveau de l'oreillette droite, territoire veineux, sauf que là on va réinjecter dans ce qu'on appelle l'ECMO véno-artériel périphérique dans l'aorte via l'artère fémorale. Donc là le but c'est plus de remplacer les poumons, même si on va continuer à oxygéner, décarboxyler, c'est on va suppléer la fonction cardiaque. Parce que le cœur, donc le malade est en choc cardiogénique, il y a l'incapacité de la pompe cardiaque à assurer un débit suffisant. Et donc en réinjectant comme ça dans l'aorte, on va recréer en fait une circulation. Du coup, donc tu as parlé un petit peu de choc cardiogénique, c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué. On a parlé de la Covid pour mettre une ECMO véno-veineuse. On peut mettre aussi une ECMO véno-artérielle dans le cas de la Covid. Et pourtant, on sait que le SARS-CoV-2 touche les poumons. Est-ce que je peux m'expliquer pourquoi on peut être amené à remplacer le cœur dans un cas de Covid? Donc tout à fait, donc j'ai parlé de choc cardiogénique. Donc en fait le choc cardiogénique, pour faire simple, c'est l'incapacité de la pompe cardiaque à assurer un débit suffisant et donc à oxygéner l'ensemble de nos organes et l'ensemble de nos cellules. Alors dans le cadre du Covid, effectivement ça touche les poumons, mais hélas dans certains cas, et notamment chez des patients très jeunes, des fois même très très jeunes, on se retrouve à avoir ce qu'on appelle les myocardites. Myocardite, c'est une inflammation un peu du cœur qui peut être causée par plein de virus, en l'occurrence là par le SARS-CoV-2, et qui va mettre en fait complètement KO la pompe cardiaque. Donc avec des malades qui vont hélas décéder s'il n'y a pas d'ECMO proposé ou d'autres traitements un petit peu alternatifs, parce que le cœur n'arrive plus du tout à éjecter de sang. Dans le cadre du Covid, on va mettre une assistance par ECMO véno-artérielle pour suppléer la fonction cardiaque, en attendant toujours pareil que le cœur récupère. Donc du coup, comme on le disait en début de vidéo, l'ECMO, on en parle de plus en plus, avec le SARS-CoV-2 encore plus parce qu'on en pose beaucoup plus qu'avant, tout simplement parce que, comme on l'a expliqué pour les différentes raisons, que ce soit une ECMO véno-veineuse ou véno-artérielle, il y a plein d'indications au Covid pour en poser, hélas. Et on voit aussi dans les médias qu'on commence même à en poser en extra-hospitalier, dans le cas des arrêts cardiaques réfractaires notamment. Je pense que c'est important aussi de préciser encore une fois que l'ECMO reste un moyen d'urgence, de supplémentation temporaire, et que c'est pas ça qui va sauver forcément et nécessairement, c'est vraiment quand il n'y a pas d'autre choix. Donc pour moi, par exemple, dans le cas de l'arrêt cardiaque, le plus important reste les gestes de secours et les compressions thoraciques les plus précoces possibles, et ça, faut pas voir ça comme un traitement miraculeux, quoi qu'il arrive. Je trouve ça important de le préciser. Parce que sur le même principe que sur l'ECMO véno-veineuse, on disait qu'il faut laisser le temps au poumon de récupérer, le cœur peut récupérer, mais si les dégâts sont trop importants dès le départ, ton cœur ne va pas récupérer, d'où l'intérêt de la défibrillation précoce et du massage cardiaque précoce, et correctement réalisé. Voilà, faut pas qu'on se réfugie en se disant c'est pas grave, il y a l'ECMO qui va arriver, je vais être sauvé. Ça préserve temporairement la vie, ça ne sauve pas la vie. C'est ça. Merci beaucoup Aymeric et Hugo de m'avoir invité, de m'avoir fait profiter de ce mannequin et de vos connaissances sur l'ECMO, parce que moi j'en ai fait en pédiatrie, mais je ne saurais pas l'expliquer comme vous l'avez fait, donc c'était très bien, c'était hyper intéressant, et je pense que c'est un sujet effectivement dont on entendra toujours plus parler, et de toute façon il y a aussi de plus en plus de professionnels de santé qui vont être amenés à se former là-dessus, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de réanimation en France qui s'équipent d'ECMO, donc il faut former les équipes, donc c'est vraiment un sujet effectivement dont on va entendre de plus en plus parler, et pas forcément que dans les grosses villes, parce que maintenant c'est un peu en train de changer la donne. Avant les ECMO c'était vraiment que dans les énormes centres et tout. Je pense que d'ici 10 ans il y en aura de plus en plus. Il y aura en effet de plus en plus d'ECMO dans d'autres centres, plus les ECMO véno-veineuses dans les plus petits centres, et les ECMO VA plus dans les centres type chir cardiaque, parce que ça nécessite quand même une destination de thérapie, donc la greffe souvent, ou des cœurs artificiels, donc c'est pour ça qu'on préfère les garder dans ces centres-là. Mais le but c'est aussi de former le plus de personnes possible à cette technique. Et ça tombe bien, parce que vous proposez une super formation sur l'ECMO. Quelle transition, c'est incroyable. Voilà. Merci beaucoup encore une fois, et puis on sera peut-être amené à faire d'autres vidéos ensemble. Avec plaisir. Merci à toi. Merci Jérémy. Avec plaisir. Au revoir. Ça, tu seras gardé.